Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bonjour à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pilote Podcast. Aujourd'hui, on va parler aviation de ligne et je suis avec Marcelin qui est pilote de ligne justement pour nous parler de ce sujet. Marcelin, comment vas-tu ? Très bien, merci pour l'invitation, Nico. Je t'en prie. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ça va être ma première question. Écoute, Marcelin, j'ai 24 ans, j'habite à Reims et puis je suis passionné d'aviation depuis l'âge de 12 ans à peu près. Ah ouais, ça a commencé jeune chez toi. Alors je sais que tu es pilote et instructeur. Est-ce que on va parler très rapidement de ça, mais alors comment t'es venu par exemple à l'instruction ? Alors en fait, la qualification d'instructeur, je l'ai passée après ma formation de pilote de ligne. Ouais. Donc en attendant de passer les premières sélections en compagnie. Ok. Et donc j'avais profité de ce laps de temps pour passer le FI. D'accord. Alors on va revenir un petit peu à la genèse du truc. Quel est chez toi l'élément qui a fait que tu es tombé dans la marmite ? Alors en fait, contrairement à beaucoup de gens, j'ai pas été directement dans l'aviation dès ma naissance. J'avais personne dans ma famille qui était navigant ou quoi. Ouais. Et c'est venu progressivement avec, par exemple, quand j'allais près des aéroports, ça m'intéressait toujours de voir les avions atterrir. C'est peut-être cette petite curiosité qui débutait. Et puis à un moment donné, il y a eu un vrai déclic. C'est la première fois que j'ai pris l'avion. C'était pour partir en Corse et j'ai eu la chance d'être assis côté hublot. Ouais. Et là, à partir du décollage, pendant tout le vol, l'atterrissage, c'est le côté, les paysages, voir la terre d'en haut, ça a été vraiment une révélation. Et je me souviens quand je suis descendu de l'avion, je me suis dit c'est ça que je veux faire pour le restant de ma vie, quoi. Et t'avais quel âge quand ça à 12 ans, ouais. À 12 ans, ouais. C'est ça. Ah, c'est plutôt jeune et en fait de savoir comme ça, d'avoir ce déclic, c'est super bien. Ça aide beaucoup pour tout ce qui est études, orientation scolaire. Oui, au moins tu perds pas de temps. Voilà, c'est ça. Comment que ça a été perçu par ta famille ? Je sais que des fois, alors, bien souvent c'est bien accepté, des fois ça l'est un peu moins. Ça a été comment chez toi ? Plutôt très bien reçu. Hein. C'est vrai que c'était, pour le coup, ne connaissaient pas du tout ce milieu. Ouais. Et donc, ils m'ont toujours soutenu et encouragé dans le processus d'aller dans l'aviation, de faire des études pour. Et c'est notamment grâce à mes parents que j'ai pu passer le PPL pour le financement, tout ça, ça m'a énormément aidé. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir des parents et une famille qui m'a beaucoup soutenu dans ce projet-là. Tiens, justement, on va reparler de ton PPL. Tu voles depuis combien de temps ? C'est qu'il y a une tradition chez Pilote Podcast, on demande le temps de vol et les heures. Alors, c'est pas discriminatoire, c'est juste le petit clin d'œil. Écoute, j'ai commencé les premiers vols du PPL début 2017, au mois d'avril. Ouais. Donc ça va faire bientôt 9 ans. Et puis, en termes d'heures, là, j'approche petit à petit des 1200 heures. Ok. Tiens, justement, on va reparler du PPL. Est-ce que tu peux nous parler du premier avion sur lequel tu as volé et peut-être aussi nous raconter ton premier lâcher solo. Je sais que c'est ce qui marque un petit peu, tout le monde. Ouais, c'est clair. Du coup, le premier avion, alors c'était un Diamond DA20. Ouais. Donc pas le classique DR400, mais du coup un biplace Diamond. Un petit peu le petit frère du DA40. Ouais. Et c'était un avion qui était super, très, très fin, très maniable, pas très cher aussi pour voler. Ouais. En plus, dans l'aéroclub dans lequel j'étais, j'ai commencé, pour les élèves qui avaient passé le BIA, on avait une subvention en plus. Et alors maintenant, ça me paraît complètement fou de dire ça, mais les heures de vol, elles étaient facturées à 60 €, quoi. Alors, t'imagines, ça fait une sacrée différence. Ouais. Et donc, j'ai commencé sur DA20. Et donc, c'est l'appareil sur lequel j'ai été lâché solo également. Ouais. Et donc, lâcher solo, c'est un vol dont tu t'en souviens toute ta vie. Hein. Alors, comment ça s'est passé, pour toi, le lâcher solo ? C'était en fin de journée, avec l'instructeur, on était au tour de piste. Et donc, on avait fait 2-3 tours de piste. Et puis, à un moment donné, on revient au parking et là, on me propose de partir tout seul. Donc, pourquoi pas ? On va essayer. Et puis, et en effet, c'est
la première fois que tu es seul dans l'avion, tu as quand même cette sensation de liberté x10, quoi. Et c'est vrai qu'en général, de ce que je m'en souviens, c'est le meilleur atterrissage que j'avais fait jusque-là. Donc, oui. Je sais pas si ça t'a fait pareil. Mais... La même chose. Ouais. Je me suis dit, c'est quand même hallucinant de faire un truc aussi beau. Mais voilà, ça reste gravé dans la mémoire. Et la trouille un peu ou pas quand même? En fait, t'es très concentré sur ce moment-là. Donc au final, t'y penses pas trop. C'est un peu comme le restant des vols, en fait. Quand tu transportes des proches ou quoi, ou même dans n'importe quel vol, tu es assez focus sur le vol. Donc au final, le stress, t'en as forcément. C'est ce qui permet d'avoir une bonne performance. Mais au final, t'es pas débordé par la peur, quoi. Ouais, puis tu te demandes pas comment tu vas te poser. Moi, c'est ça que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'il n'y a pas cette question où tu te dis est-ce que je vais y arriver, tu restes quand même assez... Ouais, c'est ça, t'es concentré sur le truc. Ouais, donc, c'est ça. Tu répètes les actions qu'on t'a apprises. Exactement. Quelle place tu donnes à l'aviation aujourd'hui? Alors, sans parler du côté pro, on reste dans le côté un petit peu amateur et vol plaisir. Est-ce que tu arrives à déconnecter de temps en temps? Est-ce que tu arrives... moi, je sais que pour certaines passions, c'était plutôt des pics. J'allais jusqu'à saturation, puis je redescendais en me disant plus jamais. Puis après, fatalement, tu y retournes ou est-ce que tu es comme la plupart des pilotes, tu n'arrives pas à couper et tu es, on va dire, 12 heures par jour sur des vidéos de vol? Alors, par chance, j'ai jamais eu ce trop-plein. C'est-à-dire que jamais je me suis dit là, j'en peux plus. J'ai jamais ressenti ce trop-plein-là. Et non, en termes de temps passé, je pense que ça occupe un bon 80% de ma vie, quoi. Alors forcément, tu as le côté aviation pro, mais à côté, l'aéroclub, tout ça. Après, j'ai la chance aussi je joue de la guitare à côté, donc ça me permet vraiment d'avoir une autre activité. D'avoir d'autres activités, complètement dissociée, et du coup, c'est vrai que ça aide aussi des fois à faire autre chose, quoi, plus être dedans. Et je pense que c'est pour ça aussi que la saturation ne vient pas si rapidement que ça. Et du coup, est-ce que tu arrives à retrouver du plaisir entre le vol pro et le vol, on va dire, loisir? T'as pas l'impression de retourner au boulot tu vois, on en parlait avec Kevin la dernière fois dans l'interview. Est-ce que toi aussi tu ressens ce besoin de voler en perso, en loisir? En fait, c'est deux milieux tellement différents qui sont les deux complémentaires, mais en même temps tellement différents. L'aviation pro, c'est les procédures, t'es vraiment dans le travail. Il y a tout ce côté-là, procédurier, checklist, tout ça, qui est présent dans l'aviation de loisirs, mais moins cadré. Moins cadré, et aussi le pilotage manuel. Les machines sont différentes. Donc en fait, les deux milieux, tu trouves du positif dans les deux. Et moi, c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien garder aussi le côté aéroclub. C'est parce que quand tu veux faire vraiment piloter l'avion à la main pendant tout le vol, t'amuser à te balader près de chez toi, tout ça, c'est agréable aussi. Donc, forcément, tu peux pas faire ça avec un Raider. Voilà, c'est ça. Un poil plus gros et peut-être un peu moins maniable aussi. Bon, ça marche. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on est là pour parler. De ton métier de pilote de ligne. Donc, on peut citer. T'es chez Air France. C'est ça. Alors, on va citer pour le podcast. Je sais pas si on est soumis à ça, mais normalement, il faut. 3 compagnies. Ouais, c'est ça, 3 compagnies. On va parler de Ryanair et d'EasyJet. Voilà, comme ça, on est clean. Donc, tu es pilote de ligne. La première question, c'est comment le devient-on? Je sais qu'il y a plusieurs cursus. Quel a été le tien? Alors, en cursus, donc tu as le cursus armée, puis après reconversion dans le civil. Donc des profils qui deviennent déjà pilotes de chasse pour le côté militaire, et après, une fois leur carrière militaire terminée, qui se reconvertissent en civil. Après, tu as la filière privée où tu finances toi-même ta formation, que ce soit en intégré ou en modulaire. Et en France, on a la chance quand même inouïe d'avoir des filières gratuites qui permettent de devenir pilote de ligne sans dépenser un centime. Et donc, en filière gratuite, tu en as 2 principales en France. Tu as l'ENAC, par laquelle je suis passé, donc École nationale de l'aviation civile. Et tu as aussi les cadets d'Air France qui t'amènent en copilote chez Air France.
Ok. Il existe, alors comme tu disais, tu as plusieurs façons de le devenir. Est-ce que tu peux repasser un petit peu plus détaillé, toi, ta façon ENAC? Parce que du coup, est-ce que tu es quand même passé quelque part par la voie Aéroclub pour avoir le PPL? Ou est-ce que tu peux arriver, par exemple, à ENAC et ne rien avoir du tout en poche, par exemple? Ouais, c'est ça. En fait, la particularité des filières gratuites, et donc notamment de l'ENAC, c'est de pouvoir former des gens en AB initiaux, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'expérience d'aéroclub ou de vol. Alors c'est vrai que pour passer les sélections, c'est bien de démontrer sa motivation à vouloir faire pilote, parce que forcément tous les candidats, s'ils postulent au moins avoir un brevet concours, de base, voilà, c'est ça, avoir mis les pieds dans l'avion, avoir fait de l'aéromodélisme, de la simulation. Donc j'avais passé en effet le PPL en aéroclub avant de tenter l'ENAC. Et puis après, l'ENAC, en fait, tu reprends du début pour passer les différentes qualifications de pilote professionnel. Donc tu débutes avec 1 an d'ATPL théorique, où tu vas passer les modules de l'ATPL. Ça dure sur à peu près une année scolaire. Hein. Et après, une fois que tu as validé cette première partie, tu pars en phase pratique. Donc là, la théorie, pour être plus précis, ça se passe à Toulouse, hein, donc sur le campus de l'ENAC. Et puis après, une fois que tu as la théorie, en pratique, tu vas sur différents centres. Donc il y a Saint-Ouen, Muret, Biscarrosse, Carcassonne, parmi les centres ENAC. Et donc là, tu vas passer toutes les licences CPL, le vol aux instruments, le multimoteur, la MCC, tout ça. Et donc à la fin de l'ENAC, tu as tout ce qu'il faut pour être ce qu'on appelle un low timer, c'est-à-dire quelqu'un qui sort d'école, qui a toutes les licences et les qualifications, qui n'a juste pas l'expérience réacteur, pas de QT, voilà. Ok. Et ça, le cursus école, donc 2 ans, ça dure à peu près, c'est ça? En général, ça dure un peu plus longtemps. C'est vrai que dans les filières privées, en général, c'est plus rapide, c'est plutôt dans les 2 ans. Là, l'ENAC, en général, c'est en moyenne 2 ans et demi, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Ok, ça marche. Voilà. Donc, en gros, 1 an de théorique et ensuite 1 an et demi, voire peut-être même 2 ans de pratique. En fait, ça dépend surtout des disponibilités des avions, des instructeurs, parce que les cadets d'Air France viennent aussi se former à l'ENAC en étant chapeautés par Air France. Et donc forcément, tu as des flux, parfois c'est plus tendu, des périodes plus tendues que d'autres, et donc ça peut allonger un petit peu ou raccourcir les délais. Ok. Comment tu as choisi la compagnie? Est-ce que ça s'est offert à toi? Est-ce que c'était une volonté d'être chez Air France plus qu'ailleurs? Comment ça a été choisi, ce choix, en fait? Alors Air France, je pense que quand tu veux faire pilote de ligne, c'est la compagnie numéro 1 dont tu rêves, quoi. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Et le fait d'être passé par l'ENAC, il y a quand même un lien historique assez fort entre l'ENAC et Air France. Notamment, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'ENAC. La majorité des élèves ENAC allaient chez Air France. Aujourd'hui, les cadets sont formés en grande partie à l'ENAC. Donc, tu as ce lien historique qui existe et qui permet en fait d'avoir quelqu'un d'Air France qui vient t'évaluer à la fin de la phase de travail en équipage, la MCC, qui vient t'évaluer dans un simulateur. Et ça te permet d'être sur une liste d'attente pour directement passer ce qu'on appelle les Psy 2, qui sont les épreuves de groupe et les entretiens individuels chez Air France. Ce qui normalement n'est pas le cas. Tu passes d'abord les Psy 1, tout ce qui est phase psychotechnique, avant de passer les Psy 2. Et donc tu as une sélection qui est un petit peu facilitée pour rentrer chez Air France. Et après, oui, comme je te disais, le côté Air France, c'est la compagnie rêvée. Historiquement, c'est une compagnie qui a une histoire fabuleuse. Et puis, le réseau est très vaste. T'as pas fini de découvrir toutes les escales. C'est vrai. Et puis, c'est un contrat social qui est vraiment qui est formidable, quoi. Et alors, sur les sélections, il y a toujours une rumeur qui dit qu'ils sont très stricts sur les sélections psychologiques, etc. Et toi, tu as vécu ça comment? Je sais que des fois, ils observent même les rapidités de prise de parole. J'avais vu des reportages, ça va assez loin quand même dans l'étude. Ça peut même faire peur quelque part. C'est vrai que tu n'as pas forcément seulement le côté verbal qui est évalué, tu as aussi tout ce qui va être non-verbal. Comment tu te comportes vis-à-vis des autres? Est-ce que tu coupes la parole? Est-ce que tu laisses chacun parler? Est-ce que peut-être tu vas tirer vers le haut quelqu'un qui exprimait pas qui prenait pas aussi souvent la parole? Donc tu as tout ce côté-là qui intervient. Et puis en effet, tu as aussi des tests de personnalité en parallèle de ces Psy 2.
où tu vas répondre à différentes questions, ce qui va permettre au psychologue de cerner ta personnalité pour voir si tu es à même de réaliser ce métier, quoi. Ouais, ce qui est plutôt pas mal, au moins ça permet c'est ça. Mais de plus en plus, il n'y a pas que chez Air France, hein, dans de nombreuses compagnies maintenant, tu as ce genre de test pour vraiment essayer de cerner le profil du candidat, et le but c'est il n'y a pas forcément un profil type à avoir, c'est-à-dire que quelqu'un qui pense de cette façon, c'est pas toujours un stéréotype qu'on cherche, c'est plus une cohérence entre les tests de personnalité et ce que le candidat produit durant les entretiens. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre le ressenti du jury, quoi. Et tu dirais, tiens, c'est quelqu'un, on va dire un super pilote techniquement et même on va dire, oui, c'est ça, techniquement un super pilote, s'il n'a pas le profil psychologique, ça peut coincer, même si le mec est un super pilote. Ouais, c'est un peu ça, hein, en effet, parce que vu que les phases sont vraiment dissociées, la phase de Psy 1 ou le contrôle en simu pour les profils ENAC, en fait, ça cerne vraiment plutôt le côté technique. Les Psy 1, c'est vraiment des tests de logique, mathématiques, calcul mental. Donc on va dire qu'une fois que la phase Psy 1 est réussie, le côté technique est entre guillemets validé, quoi. Ouais. On a Air France, la compagnie n'a pas trop de doutes sur la capacité du candidat à pouvoir poursuivre la QT et la phase de formation chez eux dans les bonnes conditions. Donc c'est vrai que c'est vraiment le côté facteur humain, non technique, communication, tout ça qui est évalué sur les Psy 2. En effet, dans les Psy 2, tu as une partie énigme où forcément tu vois un petit peu de calcul mental qui est repris, donc faut pas tout lâcher non plus, hein, en technique, mais c'est vrai que la partie non technique est quand même omniprésente. Ok. Quelle est aujourd'hui la chose qui t'intéresse le plus en tant que pilote de ligne, et puis après on parlera aussi également de la chose qui t'intéresse le moins ou qui est le plus dérangeant? Alors, en chose qui m'intéresse le plus, je pense que c'est le fait que ce soit un métier passion, tout simplement. C'est-à-dire que tous les jours, quand je vais travailler, j'ai pas la sensation d'aller au travail. Ça, c'est génial. Et, c'est quand même, ça change la donne, hein, mine de rien. Et du coup, c'est ce côté-là, le fait de tous les jours aller dans des endroits différents, poser sur des aéroports différents, avec des météos différentes, des équipages différents, des avions, même si c'est le même type avion, parfois tu as des avions qui ont ce qu'on appelle des tolérances techniques, c'est-à-dire des petites pannes qui nous permettent quand même d'aller voler, mais qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des avions. Ouais. Et donc en fait, c'est quand même plein de particularités qui varient en fonction des jours, et du coup en fait tu t'ennuies jamais, quoi. Ouais. Même si c'est vrai que l'aspect routinier peut paraître, on fait toujours les mêmes actions, mais au final cet aspect routinier tu le casses par tout ce qui vient de l'extérieur, l'environnement, tout ça. La météo, l'appareil. Alors toi, tu es sur quel appareil chez Air France? Alors, donc je suis sur Airbus A220. Ok. Donc anciennement Bombardier, projet qui a été repris par Airbus il y a à peu près 4-5 ans. Ouais. Et donc ça a le nom d'Airbus, même si dans les faits, c'est pas comme un 320. Ouais. Voilà. Et la chose qui t'attire le moins ou qui est un peu plus dérangeante? Alors c'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est vrai que c'est... Oui, vu ta première réponse. C'est un métier, en fait, j'ai pas trouvé d'autres métiers qui rassemblent autant d'avantages avec aussi peu d'inconvénients, quoi. Alors, faut aimer, bien sûr, faut être passionné d'aviation, hein, mais si je devais donner un élément, ce serait peut-être le côté parfois retard quand tu as beaucoup d'attentes, que ce soit pour la météo, pour la régulation du contrôle. Des fois, tu as des gros créneaux, donc tu te retrouves à attendre au sol avec forcément des passagers qui peuvent devenir mécontents. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est assez frustrant parce que tu n'as pas la sensation de réaliser la mission dans les meilleures conditions, quoi. Oui, sauf que malheureusement, ça t'incombe pas. Non, c'est ça, c'est tu c'est indépendant de chose. Ouais, c'est ça, c'est indépendant de ta volonté. Quelle serait, alors on en a un petit peu parlé, mais là, sur les sélections, on va revenir un peu plus dessus. Pour toi, les qualités indéniables pour quelqu'un aujourd'hui qui pense ou qui voudrait être pilote de ligne, pour répondre au mieux à ce poste? Moi, je pense qu'il y a une des qualités qui est essentielle, c'est d'avoir un minimum de rigueur. C'est-à-dire que tu le vois même en aéroclub, hein, c'est vrai que si tu n'es pas rigoureux, à un moment donné, ça va bloquer. Donc être rigoureux dans tout ce qui va être application des procédures, être capable de temps en temps se remettre dans la documentation, revoir des choses de son avion, parce que forcément, au fur et à mesure, une fois qu'on a fini la qualification sur l'avion, on est assez affûté, hein, sur les systèmes, mais au fur et à mesure, ça peut
tu peux perdre quelques connaissances et du coup avoir cette capacité, cette rigueur à se remettre vraiment à niveau constamment. Après, je pense qu'il y a une des qualités qui est au moins aussi essentielle, c'est la qualité humaine, d'avoir une bonne écoute, une bonne communication, parce que tu travailles avec des collègues, tu as donc le commandant de bord à côté, tu as aussi l'équipage commercial, tu as plein de gens qui gravitent autour de la mission, et donc si tu n'es pas capable d'écouter les gens qui travaillent avec toi, c'est pareil, ça va pas le faire, quoi. À un moment donné, ça va bloquer. Donc voilà, rigueur, capacité d'écoute, et puis peut-être une certaine humilité en fonction vis-à-vis des éléments, quoi. C'est-à-dire toujours se dire, t'en apprends tous les jours, hein, c'est ça. Même quand t'as l'impression de maîtriser un truc, en fait t'as un autre élément qui va venir tout chambouler, tu te dis j'avais pas vu les choses comme de cette façon. Et c'est une remise en question constante. Du coup, maîtrise du langage anglais, j'imagine, ce que vous parlez qu'en anglais. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en effet, avoir une bonne connaissance de l'anglais, savoir sans forcément être bilingue, mais être au moins fluent, quoi. Pouvoir s'exprimer facilement, comprendre facilement l'anglais. Alors en France, à la radio, on a la chance encore jusqu'ici de parler français avec les contrôleurs, tout ça. Mais c'est vrai que dès que tu vas dans les pays étrangers, même si ça reste européen, c'est tout de suite de l'anglais. En escale, tu parles anglais. Et donc, Mais alors donc même, on va sortir un peu du cadre de la question, mais entre pilote, copilote, j'imagine, hormis si tu tombes sur un mec français, c'est en anglais. Et du coup, est-ce que ça pourrait ne pas poser des fois un souci de compréhension ou de mal compréhension? Alors la chance d'être chez Air France, c'est que en prérequis de sélection, Air France demande d'avoir un niveau de français qui est, si c'est pas bilingue, c'est pareil, ça doit être niveau moins 5 sur la qualification linguistique. Donc en fait, tous tes collègues parlent français aussi, que ce soit l'équipage commercial, les pilotes, tout ça. Et donc, en fait, en termes de discussion dans le poste, tu es toujours en français. À la limite, c'est que à la radio que tu vas parler en anglais, ou dans l'application des procédures, des checklists, c'est de l'anglais. Mais sinon, le reste, c'est du français. Donc, tu te retrouves jamais avec... chez Air France, en tout cas, tu n'es jamais avec quelqu'un qui parle pas français. Ouais, c'est ça qui paraît pas français. Et tu te retrouves en cas de problème où il faut réadapter. Non, c'est une chance là-dessus aussi, c'est d'avoir des collègues qui parlent la même langue que toi, la même langue maternelle que toi. Ouais, ça c'est cool. Quel est le pourcentage alors on en a aussi un petit peu parlé, mais on va revenir aussi un peu dessus. Le pourcentage de capacité de pilotage versus le pourcentage de capacité humaine. Toi, tu dirais quand même que de toute façon, l'humain passe un petit peu avec un pourcentage plus grand que la capacité de piloter. En effet, maintenant, je pense que dans le temps, c'était pas trop le cas, puisque c'est vrai que c'était des machines qui étaient... les systèmes étaient peut-être moins fiables, tu avais moins d'automatisme, tout ça, donc forcément la capacité de pilotage était plus présente. Maintenant, avec les avions de maintenant, c'est vrai que les automatismes occupent une part très grande de la mission et du vol. Et donc, et même en fait, quand tu es évalué dans la formation ou dans les simulateurs qui permettent tous les 6 mois de te revalider, en fait, tu es évalué par compétences. Et tu as 2 catégories, les compétences techniques et non techniques. Et en fait, tu as plus de compétences non techniques que de compétences techniques. Donc au final, c'est vrai que le côté humain ressort un peu plus, quoi. Ok. Tiens, explique-nous un peu l'envers du décor, une journée type. T'arrives à ton poste, comment que ça se passe? Alors, donc chez Air France, on doit arriver 1h30 avant le bloc départ. D'accord. Donc, c'est-à-dire 1h30 avant que l'avion commence à être repoussé. Ce qui permet de préparer le vol. Alors, sur moyen courrier, en général, tu fais plusieurs étapes par journée. Donc, tu pars peut-être pour 3 ou 4 étapes sur la journée. Donc, c'est un vol entre Paris, une destination ou un retour. Donc 1h30 avant, tu arrives dans les salles de préparation des vols, où là tu vas échanger avec le commandant de bord pour voir tout ce qui va être NOTAM, météo, l'avion, est-ce qu'il a des tolérances techniques, les particularités passagers, tout ce qui va être attrait un petit peu comme à l'aéroclub quand tu prépares ton dossier de vol, en fait. Donc voilà, tu échanges sur ça. Et à la suite de cet échange, en fait, tu fais une synthèse qui te permet de calculer un carburant.
pour savoir, forcément on va pas partir toujours avec les réservoirs pleins d'essence parce que ça va réduire la charge et donc ça c'est plus le côté opérationnel de l'aviation pro où là où en aéroclub tu as tendance à partir avec le plein pour être tranquille. Tu as d'autres contraintes dans l'aviation pro et donc cette synthèse va te permettre de calculer ton carburant, est-ce que je en prends plus pour éviter ce genre de... Si je dois faire des évitements par rapport aux orages, par exemple, si je privilégie un peu d'attente à destination, au cas où la météo soit pas bonne, tout ça. Voilà, une fois que tu as fait ce calcul, après tu as la chef de cabine qui vient te voir pour aborder plutôt les particularités de la cabine. Voilà, ensuite tu vas rejoindre le personnel navigant commercial. Pareil pour un petit briefing sur la journée. Et puis après, tu passes le filtrage et puis tu vas à l'avion. Tu fais le tour de l'avion ? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais la même, pareil, une prévol comme à l'aéroclub. Ouais, c'est ça. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a aussi le responsable zone avion, donc, qui est la personne qui se charge du tout ce qui va être opération de chargement, tout ça au sol, qui en fait un aussi. Donc, tu as quand même. D'accord, il y a une vérification croisée. D'ailleurs 2 même. Donc, en fait, tu as quasi 3 tours avions qui sont faits. Mais ouais, tu fais en effet la prévol. Et puis sinon, une fois que tu arrives à l'avion, tu mets en route l'avion, tu prépares l'ordinateur de bord, tu calcules les performances, tu rentres ce qu'on appelle l'état de charge définitif, donc c'est combien il y a de passagers, quelle est la masse de l'avion, tout ça. Tu fais un briefing aussi, comme à l'aéroclub, et puis après, tu pars. Et puis, avec menaces, etc. Exactement. Ce que tu vas rencontrer sur la route, ce que tu penses. En effet, le modèle TEM, traitement des erreurs et des menaces, qui commence à arriver petit à petit en aéroclub aussi, mais qui est omniprésent dans l'aviation professionnelle. Et en effet, voilà. Et après, une fois que tu pars, tu t'es repoussé, tu décolles, tu fais ton vol en croisière, tout ça, tu t'approches ensuite de l'aéroport, tu atterris, tu rentres à la porte, et puis après vient le temps du débarquement. En effet, parce que forcément il y a des passagers derrière. Et donc une fois que le débarquement est fini, que tu as fini toutes tes opérations, tu te remets un peu dans le même modèle qu'au début de l'eau de vol. Tu recalcules un carburant et puis c'est reparti pour une deuxième étape. D'accord. Et tu fais souvent, moi, quand j'avais visité quand j'ai la chance de visiter le cockpit, on me disait les pilotes, alors soit ils peuvent et c'est cool, soit ils peuvent pas parce qu'ils font des papiers. Vous faites des papiers à l'atterrissage, il y a des choses à remplir, il y a des... Ouais, c'est un peu ça. Alors t'as des sortes de livrets de l'avion qui concernent les éléments techniques ou les éléments de la cabine. Parfois, si par exemple il y a un siège qui est cassé ou quoi, faut le noter. Il y a certaines conditions qui sont restreintes. Si tu as un problème sur un des systèmes, pareil. Et donc en effet, t'as tout, dès qu'il y a un élément une panne qui survient ou quoi, alors c'est rare que ça arrive en vol, mais faut noter. Si tu as eu un événement particulier en vol, que tu peux aussi faire ce qu'on appelle un ASR. Donc c'est si par exemple, tu as rencontré des mauvaises conditions météorologiques, tu as dû remettre les gaz, tu reviens, ça permet à la compagnie d'avoir le suivi en fait, de ce qui s'est passé, de comprendre l'événement, tout ça. Donc en effet, en général, dans la majorité des cas, tu n'as pas tellement de papier à faire, mais il se peut que tu aies un petit peu de tâches administratives. Tu peux avoir un carnet de vol comme on a dans les clubs qui est attenant à l'avion. Alors, c'est ça. En fait, à chaque fois, tu vas noter les blocs de l'avion, le temps de vol, tout ça. Et en fait, tu as aussi, alors, ce qui est plus facilité par rapport à l'aéroclub, c'est que tu as le système ACARS qui aide aussi. Donc, c'est en fait un système de communication entre l'avion et la compagnie et qui te permet de faire remonter les temps de vol, tout ça. Donc, en fait, la compagnie a accès directement au temps de vol, au bloc de départ, bloc arrivée, tout ça. Ouais. Et donc, toi, tu n'as pas besoin à chaque fin de vol de remplir ton carnet de vol. En fait, à la fin du mois, après, tu as une synthèse qui est faite pour te donner tous tes temps de vol. Ah, cette technologie embarquée, c'est... sinon, ça serait un peu compliqué parce qu'au bout de 4 étapes, il faut suivre à force. Tiens, on va agrandir un petit peu le spectre. Une semaine type pour toi par rapport à un boulot, ça représente à peu près combien de jours de travail, combien de rotations et est-ce que tu juges ça toi confortable ou pas? Alors, au lieu de parler de semaine, c'est plutôt en mois. Parce que c'est vrai que vu que tu n'as pas vraiment des horaires de bureau, c'est plutôt sur le mois que ça se passe. Et en général, tu vas partir vraiment pour dégrossir, on va dire 3-4 jours. Et puis, en général, tu auras 3-4 jours de repos.
Okay. Le rythme est un peu plus variable que ça, c'est-à-dire que tu peux aller jusqu'à 6 jours d'affilée, avec peut-être un peu plus de repos après, ou peut-être faire 4 jours, 2 jours de repos, 4 jours, ainsi de suite. Mais en général, tu as entre 12 et 13 jours de repos par mois. Donc, par contre, tu peux travailler les week-ends, parce que sinon ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, et après, tu organises, donc les rotations s'organisent en jours on, c'est-à-dire des jours d'engagement. 4 on, par exemple, c'est-à-dire que tu vas partir 4 jours. Donc, tu pars le lundi, tu reviens le jeudi. Voilà. Et puis après, tu as les jours off qui sont des jours de repos où tu es chez toi. Et à ça viennent se rajouter les jours de congé. Voilà. Et donc, oui, le rythme, le rythme, il est assez variable. C'est-à-dire que tu as des mois où l'activité, elle va peut-être être un peu plus élevée. Donc là, tu vas voler plus, tu auras un peu moins de jours de repos. Et à l'inverse, tu as des mois où l'activité est un peu plus faible. Et donc le rythme, il varie un petit peu en fonction des mois. Mais en général, c'est assez confortable. On va parler un petit peu de choses, alors de situations un petit peu inhabituelles. On sait que vous êtes ultra formé à des situations un peu compliquées qui puissent arriver dans un avion. Toi, à ton sens, aujourd'hui, est-ce que tu as vécu et si tu n'as pas vécu, quelle est selon toi une situation qui à ton niveau te semblerait un peu plus délicate à gérer, voire même ultra stressante par exemple? Alors je pense que s'il y a une des situations qui serait la plus délicate, et je pense que c'est la réponse de beaucoup de pilotes, c'est le feu en fait. Le feu à bord, parce que en laps de temps qui est donné, en général c'est 15 minutes entre le moment où tu découvres le feu et le moment où il faut être posé et idéalement que les pompiers aient attaqué le feu. Donc si ça arrive en vol, c'est vrai que t'as vraiment pas beaucoup de temps, surtout que tu peux avoir de la fumée après qui s'installe et qui est voilà. Donc alors l'avantage sur moyen courrier, c'est que quand tu voles au-dessus des terres, tu as toujours au moins un terrain, un aéroport qui est accessible en 15 minutes. Donc faut pas traîner, mais on va dire que le territoire est plutôt bien pavé, quoi. Mais je pense que c'est le feu qui est le truc le plus critique. Bon, après, je touche du bois, hein, j'en ai pas vécu et j'espère ne jamais vivre ça. Après, en situation peut-être qui est plus fréquente, en tout cas que tu rencontres pour le coup plus souvent, qui n'est pas critique, mais qui peut devenir assez pénible, c'est les orages. Je pense que ça, c'est le côté... parce que forcément, tu dois les éviter. Hein. L'avion, même si c'est un avion de ligne, il n'est pas conçu pour rentrer dans des orages. Et donc, tu as des marges d'évitement en fonction de l'altitude qui sont plus ou moins grandes, tout ça. Et donc, voilà, pour les éviter. Le seul problème, c'est que parfois, tu as des orages qui sont implantés proches des aéroports où tu décolles, où tu atterris. Et donc là, il faut faire en sorte de soit retarder le décollage, soit dérouter, retarder l'approche. Et ça m'est arrivé 2 fois où l'orage est assez proche, mais ça permet quand même de tenter un atterrissage. Et une fois où après, les orages peuvent provoquer ce qu'on appelle du cisaillement de vent, donc avec des grosses turbulences, des grosses variations de vitesse, tout ça. Et donc une fois, ça m'est arrivé et c'est vrai que ça surprend. C'est un peu plus stressant. Quand tu vois la vitesse qui fait plus ou moins 15 nœuds en l'espace de quelques secondes, c'est vrai que ça secoue assez fortement, quoi. Donc on a dû remettre les gaz, on est revenu pour une deuxième approche et cette fois c'est passé. Bon, après on rappelle pour les personnes qui écoutent et qui ne connaissent pas forcément, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui écoutent en tant qu'amateurs, vous avez aussi un système de radar qui vous permet de voir les orages. Ça navigue pas au doigt et ça se dit oh tiens là-bas c'est un peu noir. En effet, déjà il y a la situation, on a les cartes météo, la situation générale qui nous est donnée, qui nous permet déjà d'avoir une petite idée de ce qui va se passer. Forcément quand tu as un front qui passe ou alors que c'est l'été avec des fortes températures, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait des orages. En plus tu as une application qui te permet d'avoir le radar au sol, sans même être dans l'avion, qui te donne les différentes cellules et leur position, tout ça. Et puis en effet, une fois que tu es à bord, tu as le radar embarqué qui permet de scanner directement le ciel et de te faire part des masses d'air qui sont plus turbulentes, là où il y a plus de précipitations. En général, c'est là où tu vas avoir les plus gros échos. Parce qu'au final, en altitude, vous avez moins de risques de rencontrer des cellules orageuses, on va dire à 30-35 000 pieds.
Ouais, alors en effet, en général, les orages, ils sont surtout violents. Enfin, la situation est plus critique quand tu es proche du sol parce que forcément, tu as moins de marge de manœuvre. Après, en altitude, les orages, ils peuvent monter très haut. Et tu as des orages qui peuvent monter jusqu'à 40 000 pieds. En Afrique, ça va même plus haut, 45 000 pieds. Et donc, parfois, l'avion, en tout cas, le Devin, il est certifié pour voler maximum 41 000 pieds. Et en général, on n'y va pas régulièrement, mais... Et du coup, si l'orage monte au-dessus de ton niveau de croisière, tu vas être obligé de le contourner horizontalement. Ouais, ok. Ah, mais hyper intéressant cette info sur les orages. As-tu, j'allais te dire, vécu une situation vraiment, on va dire vraiment au stress élevé aujourd'hui ? Non, je crois que ça m'est vraiment un stress élevé où je savais plus où j'étais. Non, ça m'est jamais arrivé. Okay. Heureusement, et c'est justement l'entraînement qui te permet de pas avoir ce cas-là. C'est-à-dire que tous les 6 mois, alors tu as déjà la formation, la qualification sur l'avion. Ensuite, tu as toute une phase où tu voles avec un instructeur, mais avec des passagers à bord. Donc, ce qu'on appelle la phase d'adaptation en ligne. Donc, en fait, tu es déjà très bien formé. Et puis après, tous les 6 mois, tu vas repasser des simulateurs qui vont te confronter à différentes situations. Tout n'est pas repris, mais globalement, tu vas voir tout ce qui va être cisaillement de vent, tout ça. Régulièrement, tu vas remettre les procédures dans ta tête et les refaire. Et donc, en fait, quand tu arrives en vol, du coup, tu es assez serein. Même s'il arrive un truc, même s'il arrive une panne, en fait, tu as vraiment des procédures à suivre. Et le fait d'être entraîné dans ce processus de suivre la procédure, tout ça, finalement, c'est un peu comme quand on parlait du solo tout à l'heure. Quand tu es concentré dans quelque chose, le stress de fait diminue un petit peu. Ouais. Et alors finalement, tiens, pour prendre un exemple concret, tu préfères on va dire une panne, pour prendre un truc généraliste, une panne moteur. T'as plus qu'un moteur pour voler. On n'est pas vache, il t'en reste un quand même. Ou finalement, on va dire, c'est pas une panne, mais une condition météo qui serait un peu plus embêtante, un cisaillement ou un gros vent de travers en approche, tu vois. C'est pas facile, ta question. Mais la panne moteur, l'avion, globalement, tous les systèmes sont redondants, donc même les moteurs. Donc l'avion, il vole très bien sur un moteur. Il peut se poser sur un moteur, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que c'est pas une situation où il y a mieux quand même comme situation. Oui, c'est ça. Mais après, pour comparer aux conditions météo, en fait, ça dépend où est le cisaillement. Si vraiment le cisaillement est fort en basse couche, à la limite, je préfère quasi avoir une panne moteur en air stable, parce que le cisaillement, en fait, c'est plus le côté surprenant qui arrive. Et tu peux te retrouver avec un avion qui perd 20% de sa vitesse à 50 pieds du sol. Et là, ça peut devenir un peu critique. Ça peut devenir délicat. Ouais, on est d'accord. Il y a beaucoup de pilotes aujourd'hui sur Instagram, sur Facebook, qui expliquent que finalement, le pilotage n'est plus vraiment au niveau de leur cœur de métier. Eux, ils parlent plus de surveillance d'action, finalement, tout au long du vol. Quel est ton avis, toi, par rapport à ça ? Et du coup, la question, j'enchaîne avec la deuxième question, que souvent, je vais recueillir une question de personnes qui sont complètement étrangères au milieu. Et la deuxième question avec ça qui est en rapport, c'est du coup, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le vol, dans le cockpit ? On le sait pour certains qui ont l'habitude, et tu le disais, il y a moins de pilotage pur. Aujourd'hui, le pilote auto prend beaucoup la main et quelque part, c'est aussi bien parce que c'est aussi un élément de sécurité. Mais voilà, quel est ton avis par rapport à ce que certains pilotes disent ? Ouais, alors en effet, je dirais pas non plus que c'est juste de la surveillance d'action, parce que même si l'avion vole dans 90% du temps sous pilote automatique, c'est le pilote auto, c'est juste un intermédiaire en fait. C'est toi quand même qui donne les ordres au pilote automatique. Et si tu comprends pas les modes dans lesquels il s'engage, ce qu'il va faire dans le futur, tout ça, au final, tu es derrière l'avion et donc c'est pas ce qui est voulu non plus. Donc même en étant sous pilote automatique, c'est quand même toi qui fais voler l'avion. Et faut vraiment le voir comme un intermédiaire. Ça réduit la charge de travail parce qu'en croisière, t'as pas besoin d'être à la main. Enfin, si c'est pour maintenir le palier, ça va plus te prendre de l'énergie qu'autre chose. C'est ça. Sachant que tu as aussi des réglementations qui existent. Au-dessus d'un certain niveau, tu es obligé d'avoir un pilote automatique opérationnel parce que tu as des espacements entre les avions qui sont réduits. Et donc, si tu n'as pas cet équipement-là, forcément, tu peux pas assurer la réglementation. Donc, en effet, le pilote auto, il réduit la charge de travail. Après, en général,
à Air France, ce qui est bien, c'est que tu as cette flexibilité qui t'est donnée, c'est-à-dire que tu n'as pas une consigne, par exemple au niveau 100, il faut engager le pilote automatique, tu peux le garder plus ou moins, pareil à l'atterrissage, si tu veux le désengager assez tôt ou assez tard, c'est vraiment toi qui fais comme tu le ressens. Voilà. Ouais. Et donc la partie pilotage manuel, elle est surtout présente au décollage, à l'atterrissage, et voilà, en moyenne, tu vas peut-être piloter manuellement l'avion pendant 5 à 10 minutes sur le vol. Donc, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais... Ouais. Et donc voilà, pour la deuxième question, en fait, le pilote automatique, ça va surtout être dans la phase de deuxième moitié de la montée, croisière, jusqu'à la descente, tu vas être sous pilote automatique. Et ce qui va te permettre de gérer d'autres choses, le carburant, l'éclairance du contrôle, la vérification des systèmes. C'est ça. Moi, je dis toujours, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais cette image du pilote automatique, les gens s'en font une image un petit peu genre le pilote peut s'en aller et l'avion va continuer tout seul. Ah oui, à condition qu'il soit bien paramétré. Ouais. Mais moi, je considère toujours que c'est un petit peu comme le régulateur sur la voiture. C'est ça. Tu es sur l'autoroute, ça te permet de maintenir 130, mais ça ne t'empêche pas justement d'avoir cette vigilance et de suivre ce que la voiture fait. Tout à fait, parce qu'en plus, par exemple, si l'ordinateur de bord est pas bien, il y a un petit doute sur le paramétrage, tout ça, le pilote automatique, lui, c'est juste un robot. Au final, il va suivre ce que tu lui as dit de faire. Et donc, parfois, il y a des situations où le pilote auto, il va suivre des ordres que toi, tu voulais pas qu'il suive. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine vigilance là-dessus. Ouais. Est-ce que, au regard de l'actualité, toi, tu qualifierais l'avion toujours aussi safe comme on le dit aujourd'hui? Alors, c'est vrai que l'actualité ces derniers mois, il y a des années où il se passe rien, et puis il y a des années où c'est vrai que tu as des événements assez tragiques qui se déroulent. Et donc, en effet, quand tu as un événement qui se passe, en général, tu en entends beaucoup parler. Donc, ça peut donner l'impression qu'il y a une recrudescence des événements impactant la sécurité des vols. Après, faut rappeler que en moyenne, c'est un accident par million de vols. Donc, et l'accident n'est pas forcément mortel. Donc, ça reste quand même un moyen de transport qui est le plus sûr au monde. Et puis, l'aviation, l'aéronautique, c'est un secteur qui est très résilient vis-à-vis de ça. C'est une des industries qui s'est le plus remise en question après les accidents aériens, avec à chaque fois des enquêtes qui ont été menées, des rapports, des conclusions tirées, et à chaque fois, du coup, des moyens de faire pour que ça ne se reproduise plus. Donc, je pense que l'avion est toujours aussi sûr. J'avais vu un sondage qui disait que finalement tu as plus de chances de te tuer en te cassant la figure d'un escalier que finalement de te tuer en avion. Et tiens, pour rebondir sur un sondage, c'est vrai qu'en tant que pilote de ligne, je trouve que la question elle est bien trouvée. On a aussi vu il y a quelques mois de ça, il y avait un sondage qui disait, alors j'ai plus le nombre en tête, mais c'était assez interpellant. Je crois que il y a 3 personnes sur 4. J'en étais sûr que tu allais me dire. Aux États-Unis. C'est ça, qui, même en France, qui se considèrent être capables de poser un avion de ligne si les 2 pilotes, ce qui est quand même déjà une équation. C'est très peu probable. C'est quand même très peu probable. Mais voilà, si les 2 pilotes. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que, en toute transparence, véritablement, moi personnellement, j'ai mon avis sur la question, je ne pense pas, mais je veux pas te guider là-dessus. Mais est-ce que pour toi, on va dire conditions de vol bien réglées, tout est bien réglé comme il faut au MCDU? Est-ce que finalement tu penses qu'un personnage lambda peut quand même arriver à poser un avion? C'est vrai que quand ce sondage est paru, je me suis posé la question et je me suis dit, au final, s'il y a un pilote qui guide la personne à la radio, tout ça, peut-être que ça pourrait le faire en disant appuyer sur tel bouton à tel moment. Mais en fait, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et quelqu'un qui a jamais volé, qui connaît pas du tout le milieu et tout ça, je pense que ça serait vraiment compliqué. Ouais. Même en voulant faire atterrir l'avion automatiquement, je pense qu'il y aurait beaucoup d'étapes à faire
Et même si prise une par une, ça semble réalisable, la somme des étapes à faire, je pense que ça serait pas trop jouable, quoi. Ouais. Donc j'ai un petit doute sur le fait qu'une personne lambda puisse faire atterrir l'avion comme ça, sans expérience préalable. Mais justement, je pense que c'est ce manque d'expérience qui fait que ces personnes-là, justement, se sentent dans la capacité de pouvoir... moi, personnellement, je pense que le stress en plus... Et pourtant... oui, c'est vrai que tu as le facteur stress. T'as le facteur stress. Ouais. Moi, je suis quand même. Enfin, je connais le milieu de l'aviation de loisirs, mais je connais aussi le milieu de la vie, notamment en Airbus, pour avoir fait du simu quand même sur pas mal d'heures. Mais je pense que même en étant orienté vers un IS 4.3, je suis pas certain que. Et puis ce stress. T'as les gens derrière toi. C'est ça, ouais. Et puis, alors après, le côté gens derrière. Enfin, le côté gens dans la cabine, je pense que ça peut se gommer parce que, par exemple, tu vois, quand je vole chez Air France, les gens dans la cabine, une fois que la porte est fermée, c'est ça, je les vois plus. Et du coup, c'est vrai que forcément, t'en tiens compte parce que tu les fais voyager. Mais en fait, dans l'instant, ça traverse pas trop l'esprit, quoi. T'es vraiment concentré sur le vol. Mais après, oui, pour revenir à cette statistique, je crois qu'il y a une courbe de performance qui existe, une courbe de confiance, où en général, les gens qui débutent une activité, au bout d'un moment, ils vont croire être suffisamment bons et du coup, ils vont croire pouvoir maîtriser complètement le truc, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas et le niveau réel est complètement décorrélé au niveau perçu par la personne. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'en effet, il y a ce décalage dans cette statistique. Ouais. Bon, après, pour le coup, si c'est un Airbus, je tente. Ouais, de toute façon, t'es obligé. Foutu pour foutu, au moins, j'aurais essayé. Si ça marche, je pense que t'es bien gagnant. Ouais, si ça marche, c'est que tu demandes à être embauché. Voilà. Il y a peut-être une demande d'embauche qui pourra se créer. Bon, revenons, soyons un peu plus sérieux. Il y a beaucoup de pilotes qui parlent de leur hygiène de vie. Être pilote de ligne, ça nécessite quand même une certaine hygiène de vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que toi, tu t'appliques une hygiène de vie par rapport à ton métier ? Alors, ce que j'essaye de faire, pour moi, le point crucial, c'est le sommeil, de garder globalement un rythme assez constant et de garder une fatigue relativement faible. Parce que si tu commences à déroger à ça, je pense que ton organisme, il va pas bien réagir. Ouais. Et donc, alors, ça arrive qu'il y ait des nuits où tu dors moins bien, parce que des fois, tu es obligé de changer de rythme. Quand tu fais plutôt des vols matinaux, que tu passes au vol du soir ou inversement, forcément, le corps n'arrive pas à s'adapter immédiatement. Donc, mais il faut réussir à trouver du temps pour récupérer cette dette de sommeil. Et donc, moi, c'est un peu le point crucial sur lequel je m'attarde. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... faut essayer de s'entretenir un petit peu... faire du sport mais sans forcément être marathonien ou quoi, mais manger sainement, enfin voilà, c'est pas très restrictif, mais voilà, pas non plus se laisser aller, je pense que c'est la clé. Pour toi le sommeil c'est l'élément numéro 1. Je pense que ça doit être différent pour différentes personnes, si y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin d'autant d'heures de sommeil ou quoi, mais pour moi ce serait l'élément clé à respecter. Ok. Revenons un peu sur l'ambiance qu'il y a entre le personnel navigant technique et le commercial. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver avec des ambiances un petit peu particulières, voire même tendues, ou est-ce que globalement il y a une bonne entente et il n'y a pas... Des fois on peut avoir un peu ce côté rivalité peut-être entre le commandant de bord et le PNC. Est-ce que toi tu as déjà ressenti ce genre de choses ? Ou globalement ça se passe bien et c'est un milieu plutôt cool? Alors très globalement ça se passe très bien. La rivalité en fait elle existe pas, elle n'a pas trop lieu d'exister parce que c'est des missions différentes. C'est-à-dire que le personnel navigant commercial il est là d'abord pour la sécurité et après plutôt pour l'aspect cabine. Les pilotes c'est alors forcément toujours l'aspect sécurité en premier, donc là-dessus il y a ces choses communes, c'est-à-dire que ce soit les PNT ou les PNC, le but c'est de faire le vol en toute sécurité. C'est vraiment la base, la priorité. Et donc, mais après, une fois que la sécurité est accomplie, en fait, c'est des missions différentes. Donc, la rivalité, elle n'existe pas. Après, je dirais que si parfois il y a des petites tensions ou quoi, en fait, c'est gommé après par
par les procédures, par la communication. Donc au final, t'as pas trop ce cas-là. Et c'est un peu comme dans d'autres métiers. Parfois, tu as des collègues avec qui tu as plus d'affinité ou moins. Mais globalement, tu n'as jamais de situation où vraiment c'est tendu, où les gens ne communiquent pas. Ça n'existe pas. Okay. J'en ai jamais rencontré en tout cas. Est-ce que tu as déjà vécu une situation avec un passager un petit peu embêtant où justement les PNC ont dû... peut-être intervenir un peu plus, de manière un peu plus musclée, voire même peut-être en référé au commandant de bord? Alors, ça arrive plusieurs fois en effet. Donc, souvent, c'est des passagers soit qui ont un peu trop bu ou qui sont sous substance. Et donc, forcément, ils sont plus à même de prendre l'avion. Ils n'ont pas leurs moyens, quoi. C'est ça. Et donc, dans ces cas-là, ça peut arriver. Une fois, ça m'est arrivé il y a 2 mois où la passagère, c'était la dernière à embarquer et elle était sûrement sous substance. Et donc, en fait, elle est rentrée dans l'avion. C'était très confus pour elle et ça permettait pas d'envisager le vol dans des bonnes conditions. Et si ça se passait mal pendant le vol, on aurait dû soit dérouter, soit faire demi-tour. Et dans ce cas-là, donc forcément, c'est les PNC qui nous préviennent dans ces cas-là, qui nous font remonter l'info parce que c'est eux qui sont témoins de cet élément. Et après, c'est en concertation entre le commandant de bord, le copilote et les PNC. Ça permet de savoir, de décider si on prend le passager en question ou pas pour la sécurité et le bon ordre à bord, quoi. Ouais. Et après, tu as différentes catégories. Quand vraiment un passager se comporte mal, ce qu'on appelle des passagers indisciplinés. Et donc, tu as différentes catégories et en fonction des catégories, ça amène à des sanctions ou diverses. Et donc, tu as quand même une réglementation qui te protège là-dessus. Ouais, alors là, pour le coup, c'était avec des substances, mais tu peux retrouver aussi ce cas de figure avec des gens un peu paniqués, un peu stressés du vol. Tout à fait, mais je pense que les gens paniqués, globalement, en effet, ils peuvent peut-être perturber momentanément l'ordre à bord, mais globalement, ça va plus être du stress. Donc, c'est des gens qui sont de bonne foi, en fait, et qui ont juste peur. Après, l'équipage commercial, il est formé aussi pour rassurer les gens. Et donc, en général, ça se passe bien. Pour le coup, c'est très rarement l'objet d'un débarquement, quoi. Ok. Bon, avant de finir et de te poser les traditionnelles questions flash, je vais te demander une anecdote. Est-ce que tu as une anecdote un petit peu loufoque, sympa ou autre à nous raconter sur un vol que tu as pu faire? Je pense que comme tous les invités qui sont passés avant moi, des anecdotes, il y en a énormément. Ou même en tant qu'instructeur, à la limite, oui, vrai, si tu as des... Non, mais il y a un truc qui était assez marrant, c'est l'hiver dernier. Donc, il faut savoir que quand tu as des conditions météorologiques pas très bonnes, que ce soit la visibilité ou le plafond, tu as des procédures l'avion est capable de se poser automatiquement. Alors c'est très cadré, il faut que l'aéroport soit équipé, que l'avion il soit en bon état, en termes qu'il n'y ait pas de panne liée à cette procédure. L'équipage doit être formé et tout ça. Et donc dans certaines conditions, l'avion peut se poser automatiquement. Et donc c'est arrivé une fois l'hiver dernier, ça arrive régulièrement à l'hiver. Et c'était sur un vol et à l'issue de l'atterrissage, donc le débarquement s'effectue. Et à un moment donné, il y a une passagère qui demande à la chef de cabine de nous voir et pour nous féliciter pour l'atterrissage. C'est sympa. Et donc nous, on a dit merci, mais c'est vrai que c'est l'avion, c'est marrant parce que c'est l'avion qui avait fait le boulot, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il y a la grande majorité des passagers se rendent pas forcément compte que dans des conditions de brouillard, par exemple, l'atterrissage automatique, c'est ce qui est réalisé, quoi. C'est une avancée énorme, ça. Et tiens, du coup, je rebondis avec une dernière question. Allez, j'ai déjà eu le cas en vol avec, c'était sur un voyage en séminaire. C'était mon 2e vol. J'étais pas rassuré de dingue. Et en fait, on a dû patienter en l'air parce qu'en fait, justement, les pilotes ne pouvaient pas prendre la décision d'atterrir suite à des conditions météo trop mauvaises. Alors, avec l'expérience, j'ai appris que finalement, comme tu disais, avec les différents ILS et différents automatismes, on peut ou pas faire atterrir l'avion automatiquement. Mais d'après toi, quelle pouvait être la raison? Parce que tu nous dis que globalement, on peut quasiment faire atterrir un avion par tous les temps
dans la mesure où on a ce qu'il faut. C'est ça. Alors, l'atterrissage ce qu'on appelle 0-0, c'est-à-dire avec 0 mètre de visibilité et 0 pied de plafond, ça n'existe pas. Enfin, il y a une catégorie qui avait été créée pour pouvoir faire ça, mais en opérationnel, en fait, on ne le fait jamais. Et en général, c'est plutôt limité à au moins 75 mètres de visibilité. Et donc, par contre, tu peux avoir 0 pied de plafond. Donc, c'est déjà un brouillard assez dense. Et par contre, ça arrive que des brouillards plus denses où, dans ce cas-là, si tu as 50 mètres de visibilité, tu peux pas tu peux pas suivre la procédure. Et donc peut-être que ce jour-là, ils attendaient que le brouillard se dissipe un petit peu ou quoi. Après, sinon, en général, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle ces conditions, c'est des LVO, donc Low Visibility Operations. Et donc, parfois, elles arrivent soudainement. Et donc, le contrôle, vu que ça réduit les flux d'arrivée, parce que la procédure fait que tu ne peux pas avoir un flux aussi rapide d'avions qu'en conditions normales, forcément, le contrôle, il ne peut pas absorber autant d'avions qu'en temps normal. Et donc, tu peux te retrouver à devoir attendre sur un point le temps qu'il y ait suffisamment d'avions qui passent. Et quand c'est à ton tour, tu vas débuter l'approche. Mais en général, c'est quand ces conditions-là, quand elles sont prévues, c'est sujet à des créneaux du contrôle, des créneaux de météo. Et en fait, tu n'es même pas autorisé à partir de l'aéroport de départ, même s'il fait grand beau. Ouais, c'est ça, si à l'arrivée... Si à l'arrivée, il ne fait pas beau. D'ailleurs, il y a beaucoup de passagers, ça les surprend parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a un créneau de retard. Alors qu'il y a un ciel bleu énorme. Et en fait, c'est parce qu'à destination, il fait pas beau. Ok, bon écoute. Allez, avant de te remercier pour ce temps que tu as consacré, on va faire les 10 questions flash. Et j'ai envie de rajouter une 11e, tiens. Ce sera une question surprise plus pro. Je la rajouterai à la fin. La première question, alors à force, vous allez les connaître, mais peu importe, en fait, c'est les réponses qui sont assez intéressantes selon les invités. Tu es Boeing plus Boeing ou Airbus ? Airbus. Forcément. Voltige ou vol promenade tranquille ? Alors voltige, même si j'en ai pas fait beaucoup, j'aimerais bien passer la qualification. Donc, Ok. GPS, VOR ou carte ? Carte pour le côté aéroclub. Pour le côté aéroclub. Alors du coup, celle que je rajoute, c'est pour le côté pro. ILS, RNP ou je sais pas si vous en faites encore en pro, NDB. NDB. Ou à mano. Ou à la mano. Alors NDB, il y en a de moins en moins. Sur le 2.20, on n'a même plus d'ADF, donc tu peux pas faire de NDB. Approche à vue, c'est assez rare. Il faut vraiment que les conditions soient bonnes. Et puis, souvent, c'est des aéroports en particulier où on sait que ça peut être proposé. Donc, généralement, c'est ILS. ILS, moteur ou réacteur ou turbine ? Réacteur. C'est plus facile à démarrer en général. Oui, c'est vrai. Vent de face ou vent de travers ? Vent de travers. VFR ou IFR ? IFR. Kiss landing ou hard landing ou 3 points ? Kiss landing. Ouais, forcément. Au sol ou en l'air ? En l'air. Seul ou accompagné ? Accompagné, même si ça fait 3 ans que j'ai pas volé tout seul dans un avion, et c'est vrai que ça te manque ? Ouais, un peu. J'aimerais bien l'essayer. Voilà. Et avec ou sans moteur ? Les deux. J'ai plus volé avec moteur que sans, mais le planeur c'est bien aussi. Mais le planeur c'est bien aussi. Bon, c'est cool, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Si tu veux rajouter quelque chose, un élément qu'on n'aurait pas abordé ou autre. Écoute, merci à toi Nico pour l'invitation. Ton podcast déjà est agréable à écouter, donc c'est cool. C'est sympa, et puis tu mets les invités dans de bonnes conditions, donc on cool. Essaye. Non, et puis après, sinon, pour ceux qui nous écoutent, je sais pas, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui se disent ça pourrait m'intéresser, ce métier. Il faut vraiment se dire que c'est accessible. Ouais, c'est ça. Un conseil, tiens, justement. Un jeune qui voudrait se lancer, qui hésite encore. Faut tenter, en fait. Il faut tenter. Et faut tenter les filières gratuites. Ça coûte rien d'essayer. Et après, c'est comme au loto, tous les gagnants ont tenté leur chance. Là, c'est un peu pareil. Donc, si ça intéresse, si c'est la passion derrière, je pense que ça passera quoi qu'il arrive. C'est ça. Merci, c'est un très beau mot de la fin. Merci pour ton temps, merci d'être venu. Merci à toi. Je t'en prie. Merci à vous, les auditeurs, qui êtes toujours, et ça me fait très plaisir, de plus en plus nombreux à nous écouter. Au moins, ça justifie le travail qu'on fait. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.
Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue chez Pilote Podcast. Ici, c'est le podcast de ceux qui aiment, qui pratiquent ou qui sont passionnés d'aviation. Vous retrouverez tout ce qui concerne l'aviation, les clubs, les pilotes, les métiers de l'aérien sous forme d'interviews. Cet espace vous est également ouvert, alors n'hésitez pas et contactez-nous dès à présent par mail à pilote.podcast.contact@gmail.com.